Donc, beaucoup d'entre vous souffrent de cystites récidivantes qui font apparaître ou systématiquement ou de manière très récurrente la bactérie Escherichia coli quand on fait un ECBU. Cette bactérie Escherichia coli, elle est donc dans notre esprit cataloguée comme étant une bactérie pathogène et donc à fuir à tout prix, et certaines peut-être s'imaginent que l'objectif c'est de l'éradiquer complètement de l'organisme dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il faut que de la tête aux pieds on n'ait pas d'Escherichia coli. Alors, l'Escherichia coli, comme je dirais à vue de nez 99,9% des germes responsables d'infections urinaires, c'est une bactérie commensale, c'est-à-dire que c'est une bactérie dont la présence à l'intérieur de notre organisme est physiologique, et j'irai même plus loin en disant qu'elle est nécessaire. Pour celles qui sont de ma génération, peut-être même de la génération d'avant et sans doute de la génération d'après, et qui ont eu l'occasion de regarder le dessin animé Il était une fois la vie, qui était vraiment très très bien fait, vous avez peut-être vu les Escherichia coli qui étaient des espèces de vers de terre avec des pattes grises et des moustaches. Il leur a fait des moustaches, c'était formidable, et qui passaient leur temps dans l'intestin à faire des montages pour fabriquer des vitamines, en particulier la vitamine K et d'autres vitamines. Donc ça c'était une façon extrêmement ludique de montrer que l'Escherichia coli, comme les bactéries du microbiote intestinal, elles ont un rôle très 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 important et dans notre métabolisme de manière générale et dans notre immunité. Chercher à les éradiquer de manière franche et totale est donc une grosse erreur. En revanche, ce qui pose problème, c'est quand l'Escherichia coli déménage, c'est-à-dire quand de l'intestin, elle va s'installer ou dans la cavité vaginale ou dans la vessie, parce qu'à ce moment-là, elle se trouve dans ce qu'on appelle... elle va être ectopique, c'est-à-dire qu'elle va être en dehors de son site physiologique. Et là, elle devient pathogène. Donc, si elle s'installe dans la muqueuse vaginale, elle va devenir, si elle s'installe sur la muqueuse vaginale, qu'elle se fait de la place dans la flore de Döderlein, elle va devenir la responsable de vaginose. Si elle s'installe dans la vessie, elle devient responsable de cystite, d'infection urinaire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ça me donne l'occasion de vous parler de plein de choses, ce topo sur l'Escherichia coli, c'est que le déplacement d'une bactérie, et là ça va être un peu plus ample que l'Escherichia coli, cette parenthèse que je fais, le déplacement d'une bactérie commensale intestinale vers la cavité vaginale ou vers la vessie ne se fait pas forcément par remontée. C'est-à-dire que pendant 30 ans, on nous a parlé de boire beaucoup d'eau, de s'essuyer de l'avant vers l'arrière et de soigner l'hygiène intime. Parce que il semblait évident que comme les bactéries commensales intestinales ont la possibilité de sortir au moment du passage à la selle, leur arrivée dans la vessie ou dans le vagin se faisait par remontée, c'est-à-dire que de l'anus, elles allaient rejoindre, par le périnée, elles allaient rejoindre l'entrée du vagin ou le méate urinaire pour ensuite coloniser les organes respectifs. En réalité, ce mode de contamination représente une partie vraiment infime des infections urinaires. C'est souvent le mode de contamination qui est suivi quand l'infection urinaire est une infection urinaire, par exemple chez la jeune fille, première infection urinaire de sa vie, ça c'est possible. Et à ce moment-là, effectivement, c'est utile de parler d'hygiène intime, mais très souvent, le parcours emprunté par la bactérie, Escherichia coli en premier, est un parcours endogène, c'est-à-dire que la bactérie ne quitte jamais l'intérieur du corps. Elle va simplement passer de l'intestin à la vessie, qui sont deux organes à l'intérieur qui sont proches. Si vous allez regarder une coupe de bassin, vous verrez qu'il y a des endroits où ces organes sont même presque collés, et donc la bactérie va pouvoir passer de l'intérieur de l'intestin à l'intérieur de la vessie sans quitter l'intérieur de l'organisme. C'est ce qu'on appelle le phénomène de porosité intestinale ou de migration bactérienne. C'est un très vaste sujet parce que là s'ouvre tout le débat de quelle est la poule et quel est l'œuf, c'est-à-dire est-ce que la perméabilité intestinale a été induite par exemple, les thérapies antibiotiques des premières
des premiers épisodes de cystite, qui donc avait une autre cause, mais est devenu le facteur qui soutient les récidives, et donc cercle vicieux, parce que j'ai une infection urinaire, je prends un antibiotique, cet antibiotique aggrave encore plus la dysbiose intestinale, l'inflammation intestinale, la porosité intestinale, la possibilité pour les bactéries de migrer, les migrations bactériennes et les épisodes de cystite aiguë, et reprend un antibiotique, et c'est le cercle vicieux. Ou bien est-ce que cette porosité intestinale n'est pas la conséquence de prise antibiotique, c'est vraiment une cause primaire. Et là, quand c'est une cause primaire, moi, ça m'intéresse beaucoup par rapport à ma casquette de micronutritionniste, parce que ça veut dire que la cause, elle est ou alimentaire ou de manière plus globale, pour utiliser un gros mot, dans le style de vie. Et donc là, il faut aller chercher, ou en termes de régime alimentaire, ou en termes d'intolérance alimentaire, ou en termes d'inflammation chronique, quelle peut être la cause. On est à nouveau dans la dynamique de chercher les fameux facteurs prédisposants et précipitants. Moi, dans ma tête, ce que j'imagine, c'est que la cystite, c'est le fil, et en fait, il faut tirer dessus pour défaire toute la pelote, ou le sac de nœuds, ça dépend, pelote c'est plus joli, pour défaire toute la pelote et remonter jusqu'à la cause, puisque si la cystite est liée à une migration bactérienne qui est liée à une porosité intestinale, il faut comprendre pourquoi cette porosité, pourquoi et comment cette porosité intestinale s'est instaurée, pour pouvoir travailler encore plus haut et refaire le parcours inverse, donc empêcher la porosité intestinale pour empêcher la migration bactérienne, pour empêcher que les bactéries arrivent dans la vessie et faire en sorte que la cystite ne se représente plus. C'est un travail extrêmement intéressant, mais qui doit être fait au cas par cas pour bien comprendre ce qui se passe. Je pense que Myriam, quand elle m'a dit « pourrais-tu nous faire un topo sur Escherichia coli », ce qu'elle voulait aussi me faire dire, donc je vais le dire, c'est que effectivement Escherichia coli, c'est une bactérie qui est souvent perçue comme vraiment un ennemi, sauf que c'est une bactérie extrêmement utile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est commensale, elle sert dans l'intestin et à favoriser la production endogène de vitamines, et aussi pour notre immunité physiologique. Donc, quelque chose de sain, c'est de la voir comme utile quand elle est dans la bonne zone, pathogène quand elle n'est pas dans la bonne zone, quand elle est dans la mauvaise, entre guillemets, donc dans la vessie ou dans le vagin, mais au lieu de tenter de l'éradiquer avec une approche qui va tomber comme une bombe, c'est-à-dire l'antibiotique, et qui va éliminer l'Escherichia coli qui est dans la vessie et qui cause la cystite, mais aussi l'Escherichia coli qui est dans l'intestin et qui là est utile pour la fabrication des vitamines et pour l'immunité, alors mieux vaut essayer d'avoir une approche différente qui va raccompagner l'Escherichia coli vésicale vers la sortie. Par exemple, c'est le rôle du démanose avec l'inhibition de l'adhésion sur la paroi vésicale, sans ennuyer l'Escherichia coli qui est dans l'intestin, et donc en préservant notre réservoir, notre microbiote sain, en ne faisant pas croître de résistance aux antibiotiques et en préservant la fonctionnalité immunitaire et digestive.